il y aurait une double peine, je dirais même une triple peine pour le consommateur, qui paie une première fois ses emballages, qui paie une autre fois pour s'en débarrasser, alors qu'on lui a demandé de faire lui-même le tri. Comment a-t-on pu en arriver là? Par l'imposture écologiste. Cette imposture s'appliquant à la gestion des déchets, nous sommes arrivés à la situation kafkaïenne que vous décrivez. La gestion des déchets, ça n'est pas une petite chose. C'est un des stigmates importants de notre société industrielle que nous avons à gérer. D'un autre côté, ça n'est pas non plus quelque chose de tout à fait nouveau, parce que les sociétés de tout temps, dès qu'elles se sont urbanisées, ont eu besoin, ont eu ce problème de gestion des déchets à traiter, déchets avant la société industrielle qui n'étaient pas des déchets d'emballage, qui étaient des déchets organiques, mais qui pouvaient, et qui d'ailleurs produisaient des pollutions très très importantes. Donc, notre société marchande s'est emparée de ce souci ancestral des sociétés, notamment urbaines, ce souci sanitaire, et avec l'aide des écologistes qui peuvent mettre en avant des raisons de sauvetage de la planète ou autres. Donc les gestionnaires de ces déchets ont pu ainsi occulter aux yeux du grand public ce système doublement gagnant, voire triplement gagnant que vous décrivez. Vous parlez d'éco-emballage, la société éco-emballage. On peut dire qu'elle recycle deux fois. Elle recycle une première fois les emballages, et la deuxième fois, elle recycle les bénéfices qu'elle en tire. Alors qu'il me semble que ces bénéfices qu'elle devrait, de par ses statuts, réintroduire dans le circuit du recyclage, passent où? Éco-emballage est une société de droit privé avec un agrément de monopole ministériel. Un agrément ministériel pour exercer ce monopole. C'est une société commerciale, mais de par son statut de droit exorbitant, n'a pas le droit de faire des bénéfices, au sens où on n'a pas le droit d'utiliser ces bénéfices de façon dans l'acception capitaliste classique. Donc ces bénéfices, tout simplement, comme une association de loi 1901, doivent être réinvestis à l'intérieur, ne doivent pas sortir. Alors, on peut avoir des salaires élevés, mais ces bénéfices doivent être réinvestis, réintroduits, réinjectés dans le fonctionnement interne de la société. Malheureusement, Éco-emballage s'est illustré en plaçant ces excédents de gestion dans des paradis fiscaux, notamment les îles Caïmans, et à la suite de ça, et avec d'autres dispositifs d'optimisation fiscale, s'est retrouvé avec une perte de 15 millions, qui a été stigmatisée à la fois par la presse, sans qu'il y ait une diffusion médiatique très très importante de cette affaire, mais ça a ému le ministre de l'époque, Jean-Louis Borloo, qui a mollement agité la menace de supprimer l'agrément. Donc, là encore, on voit bien la façon dont fonctionnent ces établissements qui sont semi-privés et semi-publics, les malversations qui peuvent Né poussière, tu retourneras poussière. Né de la terre, tu retourneras à la terre. Vous préconisez en fait l'enfouissement des produits issus du pétrole pour
régénérer nos ressources fossiles à long terme. Peut-être, mais il me semble qu'il va falloir des milliards d'années pour les renouveler. Donc on a peut-être un peu plus d'urgence que ça. Oui, oui, oui. Alors, préconiser est un mot un petit peu fort. Je ne préconise pas, à proprement parler, un enfouissement indistinct et systématique et un compactage, précédé d'un compactage de tous les déchets. Si je le préconisais, je ferais un développement détaillé sur cette option. J'en parle, c'est tout. J'en parle parce que je le compare à ce qui se fait actuellement. Actuellement, nous avons un recyclage qui est, alors, sans parler de son financement, parce que nous venons d'en parler justement, et les mises en doute qu'on peut mettre sur lui, ce système de recyclage pose un problème de rentabilité, et il pose un problème aussi d'utilisation ultérieure des produits qui ont été recyclés. Tout ceci n'est pas très satisfaisant. On sait très bien que la rentabilité du système de recyclage n'est pas prouvée, n'est pas avérée. Quant aux produits qui sortent du recyclage, ils sont d'une qualité extrêmement contestable, notamment on pense au bout qu'on voudrait fourguer entre guillemets à l'agriculture et que l'agriculture ne veut pas. Donc nous avons un business qui a des objectifs qu'il n'arrive pas à atteindre. Alors, néanmoins, il est évident qu'il faut faire quelque chose avec les déchets. Donc, rien n'empêche, de même que je disais que sur le réchauffement climatique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat non plus sur la façon de traiter les déchets. C'est-à-dire qu'on a décidé, une bonne fois pour toutes, parce que les écologistes l'ont dit, et parce que les écologistes ont aidé à mettre en place une filière marketing juteuse, productrice de bénéfices sur cette activité, on a décidé une bonne fois pour toutes qu'il n'y avait pas d'autre alternative que le recyclage. Il y en a d'autres. J'ai parlé de l'enfouissement, compactage-enfouissement. Il y a aussi le traitement thermique des déchets. Alors ça se fait un petit peu. On a des stations qui brûlent. Hein. Le principe c'est de brûler les déchets et d'en faire de la chaleur ou d'en faire de l'électricité. De faire de l'énergie. Notamment les stations de traitement thermique des déchets sont généralement dévolues au chauffage urbain. Mais ça n'est pas beaucoup développé, parce que la filière est moins bien organisée par les capitalistes verts que la filière du traitement de l'enlèvement des ordures et du traitement par le recyclage. L'option du compactage et de l'enfouissement est une option qui n'est pas étudiée. Or, elle aurait, on ne va pas rentrer dans un débat technique, mais elle aurait l'avantage de la simplicité, de la rapidité et d'un coût éminemment inférieur à ce coût astronomique que représente le tri sélectif, le tri pléonastique sélectif. Sans compter que dans le process de fabrication, si on peut dire, du tri sélectif et recyclage, il y a l'intervention du consommateur qui n'est pas compté en poste de charge. C'est-à-dire qu'il travaille gratuitement, il fait son tri et il n'est pas absolument pas rémunéré pour ce travail. Alors que l'industriel derrière, là on ne parle pas des emballages, on parle ensuite de toutes les sociétés qui ramassent, qui gèrent les usines de retraitement. Nous ne touchons pas de royalties sur les bénéfices des usines de retraitement. Donc,
Donc lorsque je parle de l'enfouissement systématique, du compactage enfouissement distinct, je dis simplement que c'est une option qu'on pourrait étudier. Je suis dans l'attente, personnellement, de voir un débat, même s'il est technique et qui présente des projections budgétaires et des prévisionnels comptables, je suis dans l'attente de ce débat. Le système d'enfouissement, ça veut dire qu'on a des charges, on a des dépenses, on enfouit, et on n'a absolument aucun bénéfice derrière. C'est pour plus tard, peut-être pour plus tard, peut-être pour jamais. Mais il n'est pas dit non plus, enfin, il est avéré que le recyclage ne rapporte pas d'argent non plus. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas perdants. Nous sommes gagnants sur le travail du consommateur qui est épargné, de ce point de vue-là. Et, ma foi, c'est un pari sur l'avenir. Vous savez, on n'est pas à 10 000 ans près, voire à 10 millions d'années près. Lorsque les dinosaures et les forêts du Quaternaire ont été enfouies sous les pissements, on ne savait pas qu'elles allaient servir. Bon, elles ont servi. On peut bien mettre une petite graine pour des générations même très lointaines. Personnellement, je ne vois pas... Si l'on envisageait une diminution assez radicale de l'utilisation de nos nombreux emballages, on en reviendrait aux années 50, en gros, aux consignes pour nos bouteilles de lait et nos bouteilles de vin, et au papier journal pour emballer nos achats. Est-ce que vous croyez vraiment que le consommateur est prêt à ce retour ? Je ne pense pas qu'il en soit si éloigné, peut-être pas dans sa pratique quotidienne, mais dans sa tête. Parce que tout le monde se rend compte que l'impérialisme de l'emballage accapare notre quotidien. Et l'idée de réduire les emballages est une idée qui recueille une adhésion. L'idée recueille l'adhésion de pratiquement tout le monde. Dans la pratique, effectivement, dès qu'on a besoin de choisir peut-être quelque chose qui n'est pas emballé, quelque chose qui est emballé, on va choisir le produit qui est emballé. Mais je pense qu'il y a déjà une démarche qui est faite, intellectuelle, une démarche mentale, qu'il n'y aurait pas à faire si l'urgence, si les événements, si la pénurie de la matière qui permet de fabriquer les emballages nous obligeait à nous passer des emballages. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas attendre du consommateur qu'il se décide lui-même à bannir les emballages lorsqu'il va faire ses courses. Bien sûr, nous allons trouver une minorité qui va faire la démarche, mais dans l'urgence, même cette minorité sera tentée de prendre des emballages. Le choix dans les magasins de produits sans emballage est très faible. Donc il y a tout un dispositif qui empêche, qui rend difficile cette pratique d'acheter sans emballage, de se passer d'emballage. Donc je pense que c'est lorsque les matériaux qui permettent de faire les emballages seront devenus rares, ce sera très très difficile de fabriquer les emballages, ce sera à ce moment-là que on pourra envisager une décrue
de la fabrication des emballages. Mais pas avant, je ne pense pas.